Président. Bonjour. Pour vous présenter. Bonjour, grand journaliste. Je suis José Guédé Abel, originaire du département de Gagnois, précisément du canton Guédié. Je conduis le parti ivoirien des droits authentiques. Le droit authentique, ça fait un peu rire, mais il faudrait que je vous dise. Le slogan qui est parti des années 70, quand les étrangers disaient aux Ivoiriens « Je suis plus Ivoirien que toi », et quand ils le conduisent dans un commissariat, effectivement, l'Ivoirien reste à prison, il sort. Alors, ça m'a marqué dans ma jeunesse et je voulais relever le défi et je n'aime pas ce mot réinstaurer, mais donner le droit primaire des Ivoiriens sur sa propre terre, où il a été toutefois tutoyé. Voilà pourquoi ça répond comme ça, le nom de mon parti, le Parti Ivoirien des droits authentiques. Les membres statutaires, moi, je fais de la géopolitique. Mon premier vice-président du Sud-Ouest, il est Koumen de Tabou. Mon deuxième vice-président, à côté de moi, il est de Ouagayo. Mon secrétaire général est Gouro de Boisflé. Mon secrétaire chargé des affaires politiques, Amidou Koulibaly, il est de Korogo. Son adjoint est de Toulepleu. Le trésorier général est à Dukrou. La présidente nationale des femmes du Parti Ivoirien des droits authentiques est à Baoulé. Vous comprenez qu'il ne faut pas faire la politique de sa maison. Nous sommes 64 ethnies et on nous a appris, il y a des grandes têtes qui nous ont appris qu'il ne faut pas faire la politique régionale. Alors je suis pour la géopolitique et je dis bien, et j'allais oublier, le jeune foudroyant président de la jeunesse, il est Annie de Bongouanou. Vous comprenez que j'ai pris toute la Côte d'Ivoire en branle. Et je suis fier. Président, quel est l'objectif et la mission de votre parti? Je suis socio-nationaliste. Je suis socio-nationaliste depuis la nuit des temps. Je ressens beaucoup, je porte beaucoup le bagage de ce que sentent les Ivoiriens dans tous les faits. Les Ivoiriens, je les appelle pauvres Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire est riche, ils sont riches, mais on les a rendus pauvres politiquement. On les a tout arrachés. Donc, je veux revenir à ce stade pour faire vivre les Ivoiriens. Malheureusement, si j'étais élu maintenant, je serais l'un des présidents les plus malheureux au monde parce que les Ivoiriens sont tous morts. Des années 70 jusqu'à aujourd'hui, la vague des Ivoiriens que nous avons enterrés, j'attrape du bois que ça se répète, que ça s'arrête. En tout cas, je serai l'un des présidents les plus pauvres. Et je pleure actuellement. Mais je veux redonner. Si j'étais élu maintenant président de la République, je vais donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est le seul pays au monde, je m'excuse, il n'y a pas de pays sans étrangers, mais c'est le seul pays au monde où les étrangers sont plus beaucoup que les autochtones. Ça m'étonne, ça me cœur. Alors, les Ivoiriens sont passés à côté, ils ont des beaux plats sur la table, on leur fait manger, on les fait manger à l'odeur. C'est-à-dire, ça les appartient. Tout ce qu'ils ont ici à l'œil ne les appartient pas. Mon point d'attraction, c'est pour vous dire que je n'aimais pas ce mot, mais s'il faut l'arracher aux fondateurs, il faut réinstaurer les Ivoiriens. Ils font pitié, ils ont tous les mal. Et je suis pour que les Ivoiriens maintenant, au moins il est nuit où il y a peu d'Ivoiriens là, si on pouvait leur donner tout, parce que nous sommes premiers en tout, mais nous sommes derniers en tout. Nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons eu le pétrole, nous avons eu tout. Mais nous sommes derniers en tout. L'Ivoirien n'a pas de demeure. Les Ivoiriens louent encore des maisons, mais je connais des pays sahéliens où les Ivoiriens, où les citoyens de ces pays-là étaient logés, étaient payés sans travail. Je cite la Libye, il n'y a pas de café là-bas, il n'y a pas de cacao. Il n'y a pas de vivriers. Leur eau à boire même, ça vient des citernes et des avions. Mais ici où nous sommes assis, là, nous sommes assis sur des puits d'eau. Mais nous, on paye l'eau. On paye tout ici. Mais si j'accédais au pouvoir, je ne pense pas que les Ivoiriens allaient encore être dans ce béat plus bas que je vais dire, qui ne dit pas son nom, que nous sommes loin de la réalité. Alors, j'ai vécu des années, je suis un enfant du 2 janvier 1960. Mais personnellement, j'avoue que je suis le seul Ivoirien qui n'est pas fier d'être Ivoirien. Ça, je le dis. Hein. On dit la période où Faux-Boigny, le miracle ivoirien, mais j'ai vu en 1973, Fraternité Matin, à photographier la canicule en France, en 1973, où on parlait
où on disait si la Côte d'Ivoire a échoué, 73-74, si la Côte d'Ivoire a échoué, c'est fini pour de bon. Mais c'est vrai, la Côte d'Ivoire a échoué. Quand je prends le cas de la quête de stabilisation, vous avez des milliards et des milliards qui n'ont pas bénéficié à la Côte d'Ivoire. Je suis peiné qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, des gros intellectuels qui peuvent enseigner des enfants comme au CP1, des citoyens comme au CP1. Les Ivoiriens ont des grandes connaissances, ont fait des grandes écoles, des grandes universités. Mais je regrette. Et quand on se réfère encore à Houphouët-Boigny Diké, alors que c'est le même, tous les diables que nous avons devant nous, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête, que nous tirons, c'est le même fait Houphouët-Boigny qui nous a mis devant ce dilemme. Mais malheureusement, quand quelqu'un ne vit plus, on ne peut pas tirer avec lui parce qu'il ne peut pas se défendre. C'est pour cela que je scinde le PDCI en deux parties. Le PDCI de feu Félix Houphouët-Boigny qui a fait assez de mal aux Ivoiriens. Et je suis d'une région sensible, le Grand Ouest, le Centre-Ouest. C'est une réunion très sensible. Et quand je trouve aujourd'hui que les Ivoiriens ne peuvent rien faire sans dire Houphouët-Boigny, ça me cœur. Mais on aura le temps d'aller au profond des grandes choses. Et quand je dis que je suis d'une région sensible, quand je veux parler d'Adrien Djambaï, le socle de la politique ivoirienne, il est allé en France en 1923 par l'autruchement d'un Antillais. Il a fini ses études en 1933 à la tête, une licence en sciences politiques. Il a été journaliste de province en France. Il a laissé des millions, des centaines de millions en France. Ses enfants n'ont pas de mordant, je ne sais pas. Il y a le sénateur Victor Biakaboda, qui était tout feu, tout flamme. Et on sait, il n'a pas de tombe. À Boisflé, il n'a pas de tombe, c'est sa cravate qu'on a vue. Doudou Nassa Dagobert. Mais d'ailleurs, il faut revenir à Dakouri Tablé Joseph, Pierre Joseph, le cadet et l'aîné de la famille Dakouri Tablé. Celui-là qui était le second d'André Djambaï. C'est quoi? Djambaï disait que je suis enceinte, demain je vais accoucher. Il est aussi mort subitement. Mais les raisons sont là, je le sais. Et Doudou Nassa Dagobert, un substitut du procureur de la République qui est rentré en France de juin 1977, un seul mois de travail, il n'a pas touché son premier salaire, il est mort. Je sais pourquoi il est mort. Et puis maintenant, il faut revenir à moi-même. Et le fils Biakaboda, Guy Biakaboda est mort en 1987. Mais il faut revenir à moi-même, le docteur Jean-Christophe Kragbe-Nyangbe. Je pense qu'il n'est pas mort. Hein. On va me le donner, on va faire la politique ensemble parce qu'il a été l'un des gros, sinon le premier démocrate qui a osé devant tout feu, tout flamme, Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Je pense qu'il est en vie parce qu'on ne nous a pas encore déclaré qu'il n'est pas mort. Alors, je vais faire la politique avec Kragbe-Nyangbe comme il le donne. Si on ne me le donne pas, PDCI, deux PDCI, le PDCI de feu, Félix Houphouët-Boigny, je le mets à côté qui ne peut plus se défendre, mais je vais mettre cet art en jeu. Et heureusement, le PDCI du président Henri Konan Bédié m'a un peu atténué. Il est nationaliste comme moi. Et à l'époque, j'étais loin, mais on nous disait qu'il aimait Gbagbo. Il appelait Gbagbo Laurent. Et ces actes qu'il a posés sur le terrain, la chaîne Parc, ses actions sociétales, tout ça, et ses actions politiques, le seul mal politique qui m'a marqué, quand Blé Goudé était enchaîné malade sur le lit de l'hôpital, mais écoute, c'est les béats de la politique. On ne peut pas être bon à tout endroit. Mais en tout cas, c'est une personnalité que j'épouse beaucoup. C'est pour cela que j'ai mis de l'eau dans mon vin, sinon que je ne suis pas du tout d'accord avec le PDC. Si on veut parler du GPP dans lequel vous êtes associé, qu'est-ce qu'on en retient? Merci. Je vous avais dit tout à l'heure que, grand journaliste, je suis socio-nationaliste. Quand je faisais mon entrée au GPP, c'était le lundi 6 mai 2019, à 9h06 minutes 6 secondes, mon plus proche des jeunes président, comme j'aime l'appeler, m'appelle. Je l'ai absenté d'abord à son domicile, je partais à la maison après mes achats dans les magasins. Et il m'a dit, mais président, tu es où? Il dit, mais il faut revenir. J'ai de quoi te dire. Je viens à son domicile, il me propose mon entrée au GPP. C'est comme ça que je suis rentré, ma première réunion, lundi 6 à 9h06 minutes 6 secondes. Et mardi 7 mai, ma rentrée au GPP, j'ai été bien accueilli. Mais je vous dis que j'ai posé
ma valise au GPP en tant que nationaliste, socio-nationaliste. Il y avait 18 dossiers chauds sur ma table avec mes membres du bureau politique avant que je n'aille au GPP, à commencer par dire merci aux journaux bleus d'avoir lutté jusqu'à ce que les plus gros prisonniers du monde sortent, qui sont Laurent Gbagbo et Blé Goudé, à remercier Abou Cissé, aller dire bonjour à Madame Simone Gbagbo et aller rencontrer la mutuelle du Guébier, basée du Guébier de Gagnoa. J'avais tous ces gros dossiers et que je les ai posés et je suis allé au nationalisme. Aujourd'hui où je vous parle, je sors du centrisme du GPP de Madame Henriette Labou parce que nuit et jour, ça ne me sied pas. Elle pose des actes graves où les Ivoiriens ont dit non, 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 non à cette série, à cette constitution, à temps et temps et temps. Nous, au GPP, nous avons dit oui, 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 oui. Et je sens, je pense qu'on a accompagné le gouvernement en place et que nous marchons en pied, nous n'avons rien. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas pour de l'argent que j'ai dit ça. Mais mes convictions, mon respect pour le peuple, ce que je pense pour le peuple, ce que j'ai dit pour le peuple. Donc je retourne à ma case de départ en tant que responsable des partis socio-nationalistes, en tant que responsable devant la nation. Je ne peux pas aller où le peuple ivoirien se sent mal. Je préfère rester dans la douleur avec le peuple ivoirien. Moi, jusqu'à maintenant, on m'appelle RHDP, on m'appelle RHDP, on m'appelle RDR. Et puis, c'est une réalité. Parce qu'au centrisme, elle-même nous a dit qu'en 2020, nous allons porter nos voix au RDR et au RHDP. Moi-même, personnellement, elle m'a dit, il faut poser ta candidature aux législatives et dis-moi, et le RHDP va te cautionner pourquoi je sois élu. J'étais déçu. Hein. C'était début du mois octobre, j'étais du mois de juillet, pardon. J'étais déçu, je ne lui ai pas répondu, mais je n'ai jamais été d'accord. Parce que de la région que je suis est très, 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 très sensible. Elle est sensible. Le Grand Ouest et l'Ouest. Le Grand Ouest et l'Ouest a perdu. Je prends le cas de quelqu'un qu'on ne connaît même pas, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas partie. Il a été exécuté en 1970. Au même temps que le docteur Jean-Christophe Krabouyamboué, retenez ce nom, P. Zulu Henri Prévost. Il était médecin, il venait de France, il a passé par le Sénégal et dit à Senghor, je suis venu faire la politique. Senghor lui dit non, tu es étranger, tu n'es pas d'ici, va chez toi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thème où tout le monde a le droit de faire la politique ici, des étrangers, ça se corrige ailleurs. Et quand il est venu, avant qu'il ne vienne, il y avait un coup de fil dans son dos. Senghor a appelé Houphouët. Avant qu'il ne vienne, il était suivi de près. Vous savez comment il est mort? Chaque fois, chaque jour, il y a un taxi qui le suivait qui était plein d'essence. Et quand il a osé, il était à l'hôpital du pont, le pont Houphouët-Boigny. Quand nous descendons de ça, en rentrant en Trècheville, il y avait un pont, un hôpital à gauche là, à l'hôpital du pont. C'est là il était, c'est là il exerçait ses fonctions. Le taxi l'a ramassé, l'a cogné, l'a broyé et puis il est mort. C'est comme ça il est mort. P. Henri Prévost. Prévost Zulu. On l'appelle Zulu parce que c'est lui qui cooptait l'orchestre Zulu de Bokanda. Voilà. Donc il y en a plein des amis Samoui d'Abosso qui ont été martyrisés. Ils ont dû poisonner la Côte d'Ivoire. C'est un pays, mais qu'on respecte notre royaume, qu'on nous laisse fêter notre royaume. Pour ça, on les a étiquetés qu'ils veulent faire la cessation. Et on a amené des femmes en grossesse, des amis au pont Houphouët-Boigny, qui n'était pas encore le pont, mais qui était un WAF qui se déplaçait. Et on a jeté d'autres à l'eau là, et plein ont disparu. Vous comprenez? Il y a Sokou Sanogo à Séguéla, il y a Ernest Boka hein, à Beauville, et il y a Émile Guéourou à Fakobli. Hein, et moi-même, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, des personnalités qui valent une seule tête. Dr Jean-Christophe Krabouyamboué vaut une nation à lui seul. Hein, Président, qu'est-ce qu'on peut retenir
de cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de vous à la fin de cet entretien? Je saute sur votre question parce qu'elle est pressée. Je voudrais que les Ivoiriens restent dans la position que je les vois, qu'ils respectent leur terre, qu'ils soient démocrates, qu'ils ne soient pas violents, hein, mais qu'ils n'acceptent pas l'imposture que conduit Mme Henriette Lagou. Je ne veux plus qu'on me donne un droit parce que au GPP, elle clame une fausse paix. Alors, elle n'est pas du tout prête, parce qu'elle ne pardonne pas. Moi-même qui vous parle, je suis l'objet de menaces de mort à 3 étapes. Il y a eu des présidents qui sont menacés de mort, le président Bayi Gauthier, le président Nagonebi, le président Marcel Kourouma-Lakpa. C'était le 13 janvier, le 13 octobre, nous étions nés à nez avec elle, chez elle, avec un autre président que je ne veux pas citer le nom ici. Elle nous disait que si je prends mon tonton Diallo et Chola, parce qu'il a protesté le 3 octobre, qu'il fallait que les tests de GPP s'appliquent, parce qu'elle est partie de la tête du GPP, mais elle n'est pas partie, hein, elle est là. Hein. Elle n'est pas partie, ça je dis ça au peuple ivoirien, elle n'a pas quitté le GPP, c'est elle qui pilote encore le GPP. Elle nous a imposé une coordinatrice, la pauvre d'ailleurs qui n'est pas responsable, on l'a imposé là, Rose Koné, des Verts, le Ravi. Et Kourouma-Lakpa s'est opposé qu'il faudrait que les tests s'appliquent. Nous tous, nous sommes opposés que les tests s'appliquent. Après le départ du coordinateur ou de la coordinatrice, c'est le secrétaire général qui assume l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait changement. Alors pourquoi vous nous posez une coordinatrice, elle dit que je prends une décision politique, vous voulez ou ne voulez pas, elle reste là. Vous comprenez? Ce que je veux dire, nous nous sommes donnés foncièrement, nous avons travaillé. C'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas partie de GPP. Sa signature fait quoi sur le compte de GPP? Il n'y a que elle et Rose Koné qu'elle s'est remplacée, les deux qui signent sur la signature du compte de GPP. Mais en association, en parti politique, les cotisations se discutent. Mais on nous impose des cotisations. Et pour cela, jusqu'à présent, elle a bloqué nos avoirs. On s'est trop donné au GPP, elle nous doit le matériel. En juillet passé, elle cooptait l'un d'entre nous pour dire que cherche-moi 14 voitures, 14 4x4 de 6 millions. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et le camarade président, le collègue président allait chercher les 14 voitures. Il a dit non, que c'est cher. Cherche-moi les 4x4 de 4 millions. Il allait faire de même, il a cherché les 14 voitures de 4 millions. Elle dit encore c'est cher, mais cherche-moi les troisième main face au revoir des phares de Mercedes, 3 millions. Elle dit madame, j'ai ça sous la main, j'ai eu ça. Elle dit non, que si tout le monde est véhiculé, on ne peut pas se respecter. Et regardez une telle allégation. Elle se fout des gens. Je pars du GPP, mais elle me doit, il faut qu'elle me donne ça. Sinon, je ferai ce que je suis en train de faire publiquement et devant la nation. C'est pour cela que je lance l'appel à Maria Dao Gabala, Madame Mariam Dao Gabala, l'une des responsables des femmes ivoiriennes, de dire à Henriette Lagou de se retirer de la police. Je n'ai pas dit qu'elle se range. Je ne lui donne pas le temps de dire de se ranger. J'ai dit qu'il faudrait qu'elle quitte la scène politique ivoirienne, sinon elle salit les femmes. Elle salit la position politique des femmes en Côte d'Ivoire. Je ne sers pas de tout repos. Elle sait ce qu'elle a fait de moi pendant la campagne 2015 à Gagnoa, elle se rappelle. Elle me doit 480 000. Elle nous a envoyé à Gagnoa pour sa campagne, je partais comme directeur de campagne. Mais les cadres du RPCP étaient là, le grand frère Sahir Blaise, Gomé Charles. Ils ne pouvaient pas usurper leur place. Ils étaient rétrogradés au grade de superviseur général. Je gérais 51 millions à Gagnoa. 5 francs n'est venu. Sauf que de la poche de Sahir Blaise, dont celui-là que j'ai accompagné chez Corona Robert, un pétrolier ivoirien, qui a donné 1 million 100 000 francs. 100 000 francs représentait notre transport, où j'ai reçu 20 000 francs de transport. Et 1 million, c'est 1 million que Sahir Blaise a enlevé 40 000 francs que j'ai reçu. Donc on peut retenir que vous n'êtes plus membre du GPP. Je ne veux même plus, monsieur le grand journaliste, je ne veux pas que ça tombe. Maintenant, demain, après-demain et éternellement, je ne suis plus membre du GPP. Merci. Voilà.